Le verre à vin en cristal attrapa la lumière de l'après-midi qui traversait les fenêtres du salon, tandis que ma sœur Emma le levait dans un toast moqueur, ses ongles parfaitement manucurés cliquetant contre le pied du verre. « Ne t'inquiète pas, petit frère, dit-elle avec ce sourire bien rodé qui n'atteignait jamais ses yeux, on enregistrera tout pour toi. Chaque coucher de soleil, chaque bar à tapas, chaque moment de pur bonheur à Barcelone. » Maman acquiesça depuis son fauteuil en cuir, le même fauteuil qui était devenu son trône au fil des années. « Tu comprends, n'est-ce pas, Marcus? Quelqu'un doit bien faire tourner l'entreprise pendant notre absence. Tu travailles, et nous en profitons. C'est la règle dans cette maison. » Sa voix portait cette note de finalité familière, comme si elle parlait de la météo plutôt que de m'exclure une fois de plus de vacances en famille. Je me contentais de sourire. Le même sourire que j'avais perfectionné pendant 27 ans à jouer le rôle de bête de somme invisible de la famille. Il croyait que c'était de la résignation, une acceptation de mon sort, celui du fils dévoué qui gérait leur empire immobilier hérité pendant qu'il vivait la grande vie grâce aux fruits de mon labeur. Mais cette fois, mon sourire dissimulait un secret qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et bien sûr, maman. Quelqu'un doit bien garder la boutique. Je gardais une voix posée, respectueuse même. La représentation devait être parfaite. Emma éclata de ce petit rire cristallin qui avait autrefois charmé tout le monde mais qui, maintenant, me hérissait comme des ongles sur un tableau noir. « Tu vois ? Marcus a compris. Il connaît sa place. » Elle se tourna vers maman, baissant la voix juste assez pour que je sois censée entendre. « Tu te souviens quand il faisait ses petites crises parce qu'on le laissait de côté ? Dieu merci, il a enfin appris à accepter la réalité. » La réalité qu'il pensait que j'avais acceptée était simple, j'étais loi aux œufs d'or, pondant encore et encore pendant qu'il vivait des bénéfices. Quand notre père est mort il y a 5 ans, il avait laissé l'entreprise familiale à nous 3, à parts égales. Mais, par des manipulations émotionnelles et des discours culpabilisants soigneusement élaborés, ils avaient réussi à me faire porter toute la charge pendant qu'ils récoltaient tous les fruits. Je gérais les propriétés, réglais les problèmes de locataires, m'occupais de l'entretien, négociais les contrats et tenais les comptes. Pendant ce temps, Emma s'était autoproclamée directrice artistique de la société, ce qui semblait consister à publier des photos esthétiques de nos immeubles sur les réseaux sociaux entre 2 rendez-vous au spa. Maman, en tant que PDG autoproclamée, prenait des décisions exécutives, depuis le confort de son bureau à domicile, des décisions qui consistaient généralement à approuver ses propres budgets de vacances. Le vol part jeudi matin, poursuivit maman en consultant l'itinéraire sur son iPad. Première classe, bien sûr. Nous logerons à l'hôtel Art de Barcelone, tu sais, celui avec la sculpture de poisson de Franck Jury ? Emma a expressément demandé la suite pentouse. Elle offre la plus incroyable vue sur la Méditerranée, ajouta Emma, rêveuse. J'ai déjà planifié toutes mes photos pour Instagram. Ce voyage va être absolument parfait. Parfait. Le mot me blessa plus qu'il n'aurait dû. Quand remonte la dernière fois où quelque chose dans ma vie avait été parfait ? Quand avais-je pris de vraies vacances, ou même simplement un week-end de repos ? Je n'en avais aucun souvenir. Mais ils ne savaient rien de l'enveloppe Kraft bien dissimulée dans le tiroir de mon bureau à l'étage. Ils ignoraient tout de l'enquêteur privé que j'avais engagé 6 mois plus tôt, ou du comptable judiciaire qui passait discrètement au crible nos livres comptables. Ils n'avaient aucune idée que leur « oie aux œufs d'or » avait soigneusement documenté chaque irrégularité financière, chaque retrait non autorisé, chaque signature falsifiée. « Combien de temps serez-vous parti ?» demandai-je, tout en connaissant déjà la réponse. « 2 semaines, répondit maman sans lever les yeux de son planning. Peut-être plus, si on décide de prolonger le voyage. Cela ne te dérange pas, n'est-ce pas ? Je sais que tu prendras parfaitement soin de tout. 2 semaines. Un timing parfait, en réalité. Cela me laissait largement assez de temps pour mettre à exécution le plan que je préparais depuis des mois. Les jours suivants passèrent dans un flou d'excitation de leur part. Emma passa des heures à faire du shopping pour composer la garde-robe de vacances idéale bien sûr, tout payé avec la carte de crédit de l'entreprise. Maman, elle, multiplia les appels aux restaurants et guides touristiques, réservant les expériences les plus coûteuses que Barcelone pouvait offrir. Elle parlait de leurs projets avec la désinvolture arrogante de celles qui n'avaient jamais remis en question leur droit au luxe. De mon côté, je jouais mon rôle à la perfection, je proposais de les conduire à l'aéroport, les aider avec leurs bagages, veiller à ce que tous leurs documents de voyage soient en règle. Le fils dévoué dans toute sa splendeur, les accompagnant pour leur voyage bien mérité. À l'aéroport, Emma me serra dans ses bras avec une affection théâtrale. « Ne travaille pas trop pendant notre absence, dit-elle en riant.
Essaie de t'amuser un peu, pour une fois. L'adieu de maman fut plus professionnel. Et n'oublie pas, s'il faut prendre une décision importante, appelle-moi immédiatement. Ne tente pas de gérer ça seule. Bien sûr que non, la rassurai-je. Je vais simplement faire en sorte que tout tourne bien jusqu'à votre retour. Alors que je regardais leur avion rouler sur la piste, je ressentis quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis des années, une excitation authentique. Pas ce stress nerveux qui accompagnait la gestion de crise ou le respect de délais impossibles, mais un pur frisson d'anticipation. Elles pensaient s'envoler vers le paradis, sans se douter qu'elles s'envolaient en réalité vers la fin de tout ce qu'elles avaient bâti sur mon dos. Les premiers jours après leur départ, je maintins la routine. J'allais au bureau, je gérais les affaires habituelles, je répondais à leurs textos joyeux sur les spectacles de flamenco et l'architecture de Gaudí. Mais le soir venu, je travaillais sur quelque chose de tout à fait différent. Les preuves que j'avais réunies étaient accablantes, des années de fraude financière, de détournement de fonds, de documents falsifiés. Elles avaient été si négligentes, si sûres de leur emprise sur moi, qu'elles n'avaient même pas pris la peine de dissimuler leurs traces correctement. Chaque prime non autorisée qu'elles s'étaient accordée, chaque dépense personnelle facturée à la société, chaque utilisation frauduleuse des comptes de l'entreprise, tout était documenté. Mais les délits financiers n'étaient que le début. La véritable bombe, c'était ce que mon enquêteur privé avait découvert à propos de certaines transactions immobilières. Depuis 3 ans, maman et Emma menaient un plan parallèle, elles utilisaient l'accès aux informations confidentielles de nos clients pour acheter des propriétés juste avant que notre société ne le fasse, puis nous les revendaient à prix gonflé. Elles avaient empoché des centaines de milliers de dollars de profit, pendant que je m'épuisais à maintenir l'entreprise à flot. Le 5e jour de leur voyage, je passai mon premier coup de fil. La division des crimes financiers du FBI se montra très intéressée par les preuves que j'avais à leur fournir. Les enquêteurs spécialisés dans la criminalité en col blanc adorent les dossiers accompagnés d'une documentation aussi rigoureuse. Le 6e jour, je rencontrai le comptable judiciaire pour revoir une dernière fois tous les éléments. Les chiffres étaient ahurissants. En 5 ans, elles avaient volé près de 2 millions de dollars à l'entreprise et donc à moi. Le 7e jour, je déposai officiellement ma plainte auprès du procureur général de l'État, avec copie de toutes les preuves. J'envoyai également un rapport détaillé au fisc, soulignant les implications fiscales de tous ces revenus non déclarés. Mais je n'en avais pas encore fini. Le 8e jour, je convoquai une réunion d'urgence du conseil d'administration. En tant que propriétaire d'un tiers de la société, j'en avais parfaitement le droit. Les autres membres, notre avocat, notre comptable, et 2 conseillers indépendants que Père avait insisté pour inclure furent stupéfaits par ce que je leur présentais. Marcus, dit notre avocat, le visage pâle en parcourant les documents, c'est une fraude d'une ampleur considérable. Depuis combien de temps es-tu au courant? Je m'en doutais depuis des années, répondis-je honnêtement. Mais je n'ai commencé à rassembler des preuves concrètes qu'il y a 6 mois. Je voulais être absolument certain avant d'agir. Le conseil d'administration vota à l'unanimité la suspension immédiate de maman et d'Emma de toute activité liée à l'entreprise, en attendant une enquête complète. Ils votèrent aussi le changement de tous les mots de passe, le gel des comptes qu'elles utilisaient, et la révocation de leur accès aux cartes de crédit professionnelles. Le 9e jour, je fis changer les serrures de l'immeuble de bureau, et leurs véhicules d'entreprise furent saisis. Leurs cartes de crédit furent annulées, leurs comptes de dépenses bloqués. Chaque voie qui finançait leur style de vie fut méthodiquement coupée. Le 10e jour, le premier appel paniqué arriva de Barcelone. Marcus. La voix d'Emma était aiguë, affolée, résonnant dans le haut-parleur du téléphone. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ma carte a été refusée au restaurant hier soir, et ce matin, l'hôtel dit qu'il y a un problème avec notre compte entreprise. Je suis désolée d'apprendre que vous avez des difficultés, répondis-je calmement. Il y a eu des développements dans l'entreprise qui ont nécessité une attention immédiate. Quel développement? Tu es censé tout valider avec maman d'abord. C'est intéressant, Emma. Parce qu'à en croire mes dossiers, ni toi ni maman n'avez validé vos pratiques comptables créatives avec moi. Ni avec le conseil. Ni avec le gouvernement fédéral, d'ailleurs. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. De quoi tu parles, réussit-elle enfin à dire, mais sa voix avait perdu toute assurance. Je parle de détournement de fonds, Emma. Je parle de fraude. Je parle du système que toi et maman avez mis en place pendant des années pendant que je me tuais à la tâche pour maintenir cette famille à flot. Un nouveau silence. Puis, d'une voix plus faible. Marcus, je pense qu'il y a eu un malentendu. Le seul malentendu, l'a coupé c'est le mien.
J'ai mal compris mon rôle dans cette famille. Je croyais être un fils et un frère. Il s'avère que je n'étais qu'un employé. Un employé très maltraité. Maman prit alors le téléphone, sa voix pleine de cette autorité qu'elle avait l'habitude d'exercer. Marcus, je ne sais pas ce qui te prend, mais ce comportement est totalement inacceptable. Tu vas réparer ce désordre immédiatement. En fait, non, maman. Parce que ce n'est pas mon désordre à réparer. C'est le tien. Et pour la première fois de ma vie adulte, je ne vais pas ramasser les morceaux derrière toi. Comment oses-tu? Sa voix monta dans les aigus, un ton que je lui avais rarement entendu. Après tout ce que nous avons fait pour toi, toutes les opportunités que nous t'avons données. Des opportunités? Je ris. Et c'était étrange, car ce rire était sincèrement amusé, pas amer. Tu veux dire l'opportunité de travailler 80 heures par semaine pendant que vous étiez en vacances? L'opportunité de sacrifier ma vie pour que vous viviez comme des reines? Ces opportunités-là? L'ingrat. En réalité, je suis très reconnaissant, maman. Cette conversation m'a ouvert les yeux. Je comprends maintenant que vous ne m'avez jamais vu comme un membre de la famille. J'étais juste une ressource à exploiter. Et désormais, cette ressource ne vous est plus accessible. Je raccrochai alors qu'elle balbutiait encore ses protestations. Les jours suivants furent une véritable symphonie d'appels paniqués, de messages vocaux furieux et de textos de plus en plus désespérés. Elles étaient piégées à Barcelone, leurs cartes personnelles au plafond, sans accès au fond de l'entreprise. L'hôtel réclamait son paiement, elles n'avaient pas les moyens de modifier leur vol, et aucun de leurs amis ne semblait disposé à leur envoyer de l'argent pour prolonger leur séjour européen. Pendant ce temps, l'enquête avançait rapidement. Les agents fédéraux étaient impatients de poursuivre une affaire de fraude d'entreprise aussi limpide. Le bureau du procureur général de l'État l'était tout autant, surtout en réalisant combien de recettes fiscales avaient été perdues à cause de leurs revenus non déclarés. 2 semaines après leur départ pour leurs vacances, parfaites, maman et Emma rentrèrent chez elles, pour être accueillies par des agents du FBI à l'aéroport. Elles furent arrêtées pour fraude électronique, escroquerie postale, détournement de fonds et évasion fiscale. Les images d'elles menottées firent la une des journaux locaux, l'apparence parfaite d'Emma sur Instagram un peu ternie par sa combinaison orange. Le montant de leur caution était suffisamment élevé pour qu'elles ne puissent la payer sans accéder aux fonds qu'elles avaient volés. Elles passèrent leur première semaine de retour de Barcelone dans une prison du comté bien loin de la suite de luxe qu'elles occupaient encore quelques jours plus tôt. Je ne leur rendis pas visite. Je ne répondis pas à leurs appels. Pour la première fois de ma vie adulte, je ne m'empressais pas de résoudre leurs problèmes ni de les protéger des conséquences de leurs actes. Les procédures judiciaires durèrent des mois, mais l'issue ne faisait aucun doute. Les preuves étaient accablantes, et leurs avocats leur conseillèrent d'accepter des accords de plaidoyer plutôt que de risquer un procès. Maman fut condamnée à 4 ans de prison fédérale et à un remboursement intégral. Emma écopa de 3 ans et d'une peine similaire. L'entreprise, quant à elle, prospéra sous ma direction exclusive. Sans le fardeau constant de leurs dépenses frauduleuses et de leurs salaires gonflés, nos marges de profit s'améliorèrent considérablement. J'embauchai du personnel compétent pour m'aider, je me versai un salaire raisonnable, et je pris même mes premières vraies vacances en plus de 10 ans, une semaine tranquille dans un chalet à la montagne, sans appel, sans urgence, sans personne pour attendre de moi que je sacrifie mes besoins pour les leurs. Je ne suis pas allée à Barcelone, même si je pouvais me le permettre désormais. D'une certaine façon, visiter la ville où leur chute avait commencé me paraissait inutilement théâtral. J'en avais fini avec le drame. J'étais prêt pour la paix. La maison semblait différente sans elle. Plus calme, certes, mais aussi plus légère, d'une certaine façon. Je gardais leur chambre telle qu'elle les avait laissées, non par sentimentalisme, mais comme rappel. Un rappel de ce qu'avait été ma vie, et de ce qu'elle ne serait plus jamais. Parfois, tard dans la nuit, alors que je lisais dans l'ancien bureau de papa, je repensais au rire d'Emma en levant ce verre de vin, promettant de me filmer leurs vacances parfaites. Je repensais à la déclaration impériale de maman sur les règles de la maison. Et je souriais le même sourire que je leur avais adressé ce jour-là, mais cette fois sans secret, sans arrière-pensée. C'était simplement le sourire d'un homme qui avait enfin appris à se valoriser autant qu'il valorisait les autres. Un homme qui avait découvert que parfois, la meilleure des vengeances n'est ni spectaculaire ni bruyante, c'est simplement de refuser d'être une victime, désormais. Elles avaient eu raison sur un point, quelqu'un devait travailler pendant que les autres profitaient. Mais elles s'étaient dramatiquement trompées sur qui ce quelqu'un serait. Il s'avère que je suis tout à fait capable de travailler pour mon propre bénéfice. Et je suis très, très douée pour ça. La dernière fois que je vis l'une ou l'autre,
ce fut à l'audience de condamnation d'Emma. Elle paraissait plus âgée, diminuée, écrasée par le poids de ses choix. Alors qu'on l'emmenait pour commencer sa peine, elle croisa mon regard à travers la salle d'audience. Pendant un instant, je crus qu'elle allait dire quelque chose, peut-être des excuses, ou une ultime tentative de manipulation. Mais non. Elle se contenta de me regarder avec ce qui semblait être de la compréhension. Ou peut-être juste de l'épuisement. Je hochai la tête une seule fois, un geste qui pouvait tout vouloir dire ou ne rien dire du tout. Puis je sortis du tribunal, et j'entrai dans le reste de ma vie, une vie où je ne sourirais plus jamais en faisant semblant d'accepter un traitement que je ne méritais pas. La règle de la maison avait effectivement changé. Elle était désormais simple, je travaille, et j'en profite. Et chaque matin, en me réveillant dans cette maison silencieuse, je me souviens que parfois, les victoires les plus profondes ont l'apparence d'une vie ordinaire, paisible, intentionnelle, et enfin, véritablement mienne.